Lézardo, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9 h à midi et de 15 h à 19 h. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans Arrêt au Stand. Bonne année 2023, nous allons ensemble, j'en suis sûr, passer encore une excellente année pleine de surprises avec des invités à chaque fois plus intéressants, avec des histoires, des moments sur des circuits, des rallyes ou encore sur la neige. Et on commence très fort cette année 2023 avec Yves Lemaître, mon binôme, qui a donc réalisé un long entretien avec un pilote d'essai de chez Alpine, j'ai nommé Laurent Hurgon. Alors c'est sûr que Laurent il mérite d'être présenté parce que il a un palmarès, même un statut aujourd'hui qui est assez relevé, mais il n'a pas la notoriété qui va avec. Donc Laurent Hurgon, c'est un pilote, on va dire, qui a déjà une certaine expérience, qui est plutôt un pilote, on va dire, dans les coulisses des grands pilotes, parce que il est précisément professionnel, hein, salarié pilote, donc c'est pas fréquent. Mais il est un petit peu dans l'antichambre des pilotes, notamment de F1, parce qu'actuellement il travaille chez Renault et Alpine. Mais c'est le pilote masqué, c'est un petit peu comme ça. Alors il va nous expliquer un petit peu tout ça, parce qu'il a une vraie carrière de sportif, et puis un vrai métier, presque de sportif on pourrait dire. Eh bien, on va dire que mon papa était aussi passionné de sport auto et il faisait le même métier que moi à l'époque, mais pour un constructeur comme Volvo pour les camions. Donc il était à l'époque ça s'appelait pas pilote d'essai, ça s'appelait démonstrateur. Et donc voilà, il était démonstrateur pour Volvo. Donc il faisait, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque il y avait l'émission Les routiers sont sympas, Max Meignier, etc. RTL. Donc, RTL, voilà. Et donc moi voilà, j'ai baigné avec mon papa là-dedans. Il faisait les doubleurs de Max Meignier, il faisait les reportages avec lui, il a fait le Dakar, il a fait le championnat d'Europe camion. Donc voilà, j'ai été baigné, je l'ai suivi, il m'a donné la passion. Et puis après voilà, un jour il m'a dit tiens, ça serait bien de faire du karting. Et puis voilà, on a commencé. Et puis et ouais, exactement, on était en vacances en Italie, on est passé devant une piste de kart, il m'a dit tiens, ça t'intéresse d'essayer? Je dis bah pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa. Et voilà, ça a été le début. On s'est bien marré tous les deux sur la piste. Et puis en rentrant de vacances, je me rappelle, je rentrais un soir de l'école et j'ai retrouvé un kart, dans le garage avec des jantes, des pneus. Bref, il avait été acheter un matériel d'occasion. Il m'a dit bah si ça te vient, ça m'a bien plu la première fois, on se lance. C'est Laurent, on ne le savait même pas de lui-même, mais c'est un fils d'eux aussi. Hein. Il avait un papa qui était déjà un petit peu branché. Donc le virus est passé, hein, la picouse est passée. Karting, plutôt 15 ans par là? Ouais, c'est ça, j'ai commencé le karting assez tard. J'ai commencé sur la catégorie nationale 1 à l'époque directement. Je devais avoir entre 14 et 15 ans. Et voilà, moi je suis banlieusard, hein, je suis né en région parisienne à Thiers. Donc on a commencé par la Ligue Île-de-France, donc Mantes-la-Jolie, le circuit d'Angerville, etc. Donc on a commencé et puis j'ai eu la chance que ça a plutôt bien marché tout de suite. Voilà, j'ai été conseillé, j'avais un ami comme Emmanuel Collard à l'époque qui venait d'être champion du monde. Une pointure, Mon papa et son papa étaient plutôt très amis. Et Manu m'a donné beaucoup de cours, on allait rouler sur pas mal de circuits ensemble. Et donc voilà, il m'a initié. Et puis quand j'ai commencé les choses sérieuses, bah, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien. Bah, tu sais, tu commences par la ligue, hein, le championnat de ligue en karting. Le championnat de ligue qui te donne la possibilité de te qualifier pour le championnat de France. Et après, du championnat de France, bah, si tu en as les moyens et si tu en as les compétences, tu peux évoluer sur un championnat d'Europe, championnat du monde. Donc moi, j'ai jamais été jusqu'au championnat du monde. Mais par contre, championnat d'Europe, voilà, toi, en karting, ouais, ça l'a fait. Après le karting, donc moi, c'est quand même le karting qui m'a emmené. Passionné. Ouais, alors déjà qui m'a passionné, ça c'est vrai, mais qui m'a surtout emmené à être avec vous aujourd'hui parce que j'étais au service national après mes études et j'ai été voir pendant une course de karting. À l'époque où il y avait le service national. À l'époque où il y avait le service.
Ce qui veut dire que ça nous rajeunit pas quand même, voilà, j'ai fait mon service national et pendant une perme, j'allais voir une course de karting à Angerville et j'étais comme tout bon passionné au bout de la ligne droite, tu sais, pour voir le départ. Le départ se fait, c'était les tout petits qui roulaient, les minimes, et là il y en a un qui s'accroche, qui part en tonneau et qui vient s'arrêter juste à l'endroit où on était nous. Donc on passe par-dessus le grillage, il était quand même bien amoché, on l'aide. Et ce jeune, c'était Julien Piguet. Et donc voilà, on discute, son papa arrive. Et puis alors, ne me demandez pas pourquoi, mais de par ma petite expérience en karting, on arrive à discuter et le monsieur Piguet, André, me dit bah, si ça t'intéresse pendant tes permes de karting, moi j'y connais pas grand chose, mon môme j'ai l'impression qu'il a du potentiel, bah tu viens, je te file un petit billet de 150 balles, bon c'était des francs encore à l'époque, il y avait 1000 balles, et puis bah tu t'occupes de Julien, tu l'aides, etc. Et puis l'aventure elle a commencé dès la première course où Julien allait gagner. Bon, c'est pas de ma faute, hein. C'était qu'il était tout simplement très doué. Et puis après avec Julien on s'est pas lâché pendant 8 ans parce que du coup je l'ai emmené du karting, donc la plus petite catégorie, jusqu'à la F3. Donc je suis resté 8 ans avec lui. Donc après mon service national, son papa m'a embauché sur le circuit Espace Plus en région parisienne, à Marcoussis. Et donc voilà, et là on a commencé à développer le karting, les écoles de pilotage voiture, le 4x4, le benchmarking aussi avec les constructeurs automobiles. Donc voilà, l'histoire a commencé vraiment comme ça. Moi, je suis Laurent depuis pas mal de temps, mais c'est une amitié qui dure encore là. Si... Ah oui, c'est carrément une amitié qui dure encore avec Julien. On a même fait le championnat GT4 en France avec la BMW. C'est pour ça que je dis ça. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Avec Il Julien, me semblait que c'est vraiment une amitié. on y Moi, viendra après, mais je 10 ans savais que c'était un nom qui te suivait. Hein. Ouais, on a 10 ans d'écart, mais je le considère vraiment comme mon frère. Et donc voilà, on a vraiment partagé beaucoup de choses ensemble, quoi. C'était vraiment intense. Depuis le karting, etc., j'ai été baigné dedans et je voulais vraiment en faire mon métier. Mais c'était pas simple parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les formations qu'on a aujourd'hui. Tu passais ton bac et puis après tu rebats, tu te disais mais sur quoi il faut que je m'oriente pour essayer de travailler dans le... Bon bah moi voilà, j'ai pas eu le cursus scolaire adapté, mais j'ai eu la possibilité de rentrer sur un circuit et de me former sur le tas. Donc c'était juste incroyable, quoi. Et alors, Laurent, il a une marque assez commune de nos invités qui sont souvent assez humbles. Il a dit qu'il avait eu la chance de bien marcher tout de suite, mais sur la piste, il n'y a pas que de la chance. Il y a un peu de talent et de réussite. Donc, Ligue, France, Europe, c'est déjà un bon niveau en kart. Tu sautes à la Caterham derrière, là. Voilà, donc du coup, en rentrant sur le circuit Espace Plus à Marcoussis, on a voulu développer une école de pilotage en Caterham. Et à l'époque, on dit bah tiens, ça serait peut-être bien de faire un peu la promotion de notre école de pilotage sur les circuits. Et donc, qui est une marque chère à la famille Beltoise. Qui est une marque chère à la famille Beltoise. Et donc du coup, je me retrouve voilà engagé en championnat, en Coupe de France. À l'époque, c'était pas un championnat de France, c'était une Coupe de France Caterham en catégorie 2 litres avec justement Christian Bonal qu'on connaît tous. Vincent Beltoise que j'ai connu, qui était tout petit, quoi, qui suivait son papa avec Corinne, voilà. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, une Caterham, c'est ces petites voitures qui sont à mi-chemin entre une monoplace et une voiture de tous les jours qu'on peut croiser sur la route, hein, parce qu'elles sont homologuées, elles roulent, mais qui sont des vrais bolides de course sur la piste, hein, avec différentes catégories. Et aujourd'hui, il y a 3 catégories, mais à l'époque, il n'y en avait que 2, je crois. Oui, exactement. Et voilà, là c'est d'autres sensations, mais je pense que la Caterham aujourd'hui, c'était l'une des rares voitures de l'époque en tout cas, qui se rapprochait du karting. C'était léger, tu n'avais pas d'inertie, très direct, super joueur, ça glissait un peu comme un karting, donc si tu veux, tu n'es pas complètement non plus déboussolé quand tu montes dans une Caterham après avoir fait du karting. Je ne savais pas si ça allait marcher en tant que pilote de course, en tant que pilote professionnel. Donc je me suis pas posé la question. Je me suis resté focus sur mon travail, mon activité, ce que j'avais à développer. Et puis aujourd'hui, je regrette pas parce que moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, si je devais refaire l'émission Vie ma vie,
je pense que je referai la vie de Laurent Urgon parce que franchement, elle a été intense de mes 20 ans jusqu'à encore maintenant. Donc, si tu veux, c'est juste incroyable, quoi. Ouais, j'ai un petit bémol à ça quand même. C'est Ouais. que dès la Caterham, ça jouait en haut du tableau tout de suite là. Ouais, c'est vrai que ça a joué au haut du tableau. J'ai fait ma deuxième à la première année. J'ai gagné la Coupe Caterham l'année d'après. Donc, je savais que j'avais un potentiel, si tu veux, qui était là. Après, T'as pas pris la grosse tête tout de suite quoi. non. Et puis surtout, je me mettais aussi, je savais Toujours aussi pas. que j'étais dans le coup parce que voilà, on avait aussi une école de conduite en Caterham. Donc, je roulais quand même beaucoup sur la voiture. Si tu veux, je savais que voilà, j'étais pas au-dessus des autres. J'avais pas plus de. J'aimais beaucoup travailler, j'aimais beaucoup le métier, découvrir un peu l'auto, etc. Et je passais beaucoup de temps dans la voiture. Donc, si tu veux, ça m'a permis d'être assez performant tout de suite. Puis après t'es passé à d'autres disciplines, Ouais, mais toujours avec ce bémol de pas avoir qu'en tête de piloter toute ta vie quoi. ouais. Alors ça, encore une fois, quand j'ai travaillé, Ça matchait vraiment là. Hein, ça quand commençait à ça envoyer, matchait quoi. vraiment Il y avait bien parce combien de que. Caterham au départ à l'époque là dans les courses? Pardon. Il y avait combien de voitures au départ quand tu as Bah, gagné le c'était, championnat? alors c'était peut-être pas aussi long, on était Aussi dense peut-être aussi dense qu'aujourd'hui. qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les plateaux ils sont fabuleux, mais on était déjà entre 20 et 30 voitures si tu Ah oui, veux, ouais. avec différents niveaux, donc c'était déjà Ouais, une enfin, il y avait catégorie. déjà du niveau quand Ouais, même. ouais, c'était déjà une catégorie qui ça roulait vraiment bien. Ah. Il y avait d'ailleurs une féminine à l'époque qui marchait très très bien, c'était Mélanie Casani. Je sais pas si ça te Bien parle, sûr, si ça te souvient. bah, je me rappelle très bien de Qui Mélanie venait de Casani. gagner le championnat de France en groupe B, je crois, en Formule Renault, Ouais. qui était espoir échappement à l'époque, C'était- etc. C'était une des premières féminines Ouais. à un très haut niveau. Hein. Il y en avait une poignée à cette époque-là. Ouais, c'est vrai, il y en avait une poignée, mais c'est vrai qu'elle, elle sortait un peu du lot. Quand j'ai eu la chance d'être sur le circuit Espace Plus, toutes ces années, les 8 ans que j'y ai passé, on a développé une activité qui s'appelait le benchmarking. Donc le benchmarking, c'est quoi? En 2 mots, je vais faire très vite. C'est un constructeur nous apportait sa voiture, un nouveau modèle, par exemple Renault, Peugeot, Citroën, peu importe. Nous, on prenait tous les véhicules de la gamme de cette voiture et on les comparait sur différentes activités, la tenue de route, le freinage mouillé, le freinage sec, la maniabilité. On faisait différents ateliers qui servaient à mettre en avant les qualités et les défauts de cette voiture, ce qui permettait d'avoir on distribuait ensuite un book aux forces commerciales pour qu'ils aient les arguments commerciaux pour dire bah voilà pourquoi il faut plus acheter une Peugeot qu'une Renault, pourquoi il faut plus acheter une Citroën qu'une Volvo, peu importe, sur tel et tel item. C'est pas à cette époque-là qu'on avait vu une Mercedes classe A se mettre sur le toit là, dans des essais. Je me Si. souviens de ça. Ça a été le début des tests consuméristes, effectivement, Je me par les souviens de journalistes. ça, là, d'une voiture qui sortait des chaînes, qui avait été testée un peu par des pilotes et qui s'était mis sur le toit et qui Exactement. avait revu la feuille de route du fabricant d'ailleurs. Exactement, c'était vraiment le début où on poussait un peu plus à la limite les véhicules de route, si tu veux, sur des tests consuméristes, les tests de l'élan, le test VDA, etc., qui mettaient un peu à mal les autos. Et bah voilà, comme c'était un peu nouveau, bah, il y en avait certaines qui passaient avec succès et puis il y en avait d'autres qui le passaient un peu moins bien. Donc nous, voilà, on faisait un peu tout ça et donc ça permettait d'avoir des argumentaires commerciaux, si tu veux, sur les points forts et les points faibles de la voiture. Et voilà, et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé avec tous les constructeurs automobiles. J'ai commencé à me faire une petite notoriété avec les constructeurs automobiles et j'ai été débauché donc non, 90. Je suis rentré en 2003 chez Renault Sport, donc je suis resté 5 ans chez Peugeot, donc 98 par Peugeot. L'année de la Coupe du Monde. Voilà. Exactement, par Peugeot pour faire le métier que je fais encore maintenant, à savoir metteur au point, liaison au sol. Donc j'ai eu la chance de travailler en binôme avec l'un des meilleurs metteurs au point de chez Peugeot à l'époque, Christian Laurent, je me rappelle. Un monsieur assez âgé, mais qui avait vraiment porté haut en tous les cas la mise au point châssis. Donc j'ai travaillé en binôme avec lui. Il m'a tout appris. Et voilà, j'ai eu mon premier projet qui m'a été confié, c'était le Berlingot à l'époque, je me rappelle. Hein. C'était très, très formateur parce que tu avais le VU, véhicule utilitaire, tu avais le VP, donc tu avais plein de cas de charge différents, donc une mise au point assez complexe. Ensuite, Puis Picasso. un centre de gravité de voiture de course en plus à l'époque. Voilà, un centre de gravité d'une voiture de course. Et puis après, voilà, Picasso, 407 coupé. Et puis et c'est là que ma carrière a encore après. Alors Laurent, il changé pourra de pas chemin. le dire hein, parce que maintenant il travaille chez un autre constructeur, mais les châssis Peugeot c'était des sacrées références et c'est Oui. toujours des Bah, sacrées tu sais, je peux le références. dire, il n'y a pas de problème. Moi,
Au contraire, si tu veux, aujourd'hui, si tu veux, je suis assez transparent. À l'époque, c'est vrai que les châssis Peugeot, ils étaient vraiment très très bons. Je veux dire, c'était vraiment une référence. C'était un des seuls fabricants qui fabriquait ses propres amortisseurs, si je dis pas de bêtises. Exactement. Moi, j'ai connu ça en fin de compte. J'ai connu la fabrication des amortisseurs Peugeot, si tu veux. C'était quand même une technologie qui était très poussée et vraiment rare, et très rare. très rare et très efficace, ouais, carrément. Là, j'ai eu la chance. Alors, ne me demande pas non plus pourquoi, hein, mais c'est tombé sur moi, si tu veux. À l'époque, Renault Sport, pour te la faire rapide, à l'époque, Renault Sport sous-traitait tous ses travaux de mise au point à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils avaient un bureau d'études, mais par contre, toute la partie développement était sous-traitée à l'extérieur. Donc, tu avais des boîtes comme Ricardo, comme TWR, comme Baya, etc., qui travaillaient le châssis. Et quand Renault Sport a décidé de sortir la Mégane 2, donc ce qui a été la première vraie Renault Sport, la Mégane 2 RS, elle avait été développée par Ricardo, elle n'a pas eu très bonne presse. C'était un investissement qui était très important pour Renault Sport, et les premiers retours presse, ils n'étaient pas hyper dithyrambiques, si tu veux, il y avait toujours des petites critiques, et là ils se sont dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de créer en interne notre propre service de liaison au sol qui va développer nos châssis. Donc c'est là que mon chef, qui est toujours mon chef d'ailleurs actuellement, Philippe Mérimée, est toujours en activité, fait toujours le même service, a été nommé. Et ensuite, lui, il a eu en charge de s'entourer d'un pilote d'essai, d'un ingénieur mesure, de toute une petite équipe pour pouvoir développer de A à Z un châssis. Et c'est là que c'est tombé sur moi. Alors nous, on est content d'avoir Laurent avec nous pour une émission à Réo Stand. Je remets juste les choses dans l'ordre. Chez Renault, ce qu'il a oublié de préciser, c'est que un berlingot ou une Mégane RS, c'est pas tout à fait pareil. Chez Renault Sport, ils ont créé vraiment le département Renault Sport, parce que chez Renault, il y a toute la gamme, et aujourd'hui, il y a Alpine. Mais à l'époque, il y avait Renault Sport, et Laurent s'est concentré sur la gamme sportive de chez Renault, donc Clio, Twingo, Mégane, avec toutes les Méganes qu'on connaît jusqu'à la dernière en date. Mais c'était un peu plus fun comme là, on parlait d'un pilote, on parlait pas d'un berlingot. Ouais, c'est ça qui m'a beaucoup plu quand ils sont venus me chercher, c'est que vraiment on rentrait dans un monde sportif, si tu veux, qui me tenait à cœur. On avait, alors j'avais un cahier des charges chez Peugeot qui était, tu vois, assez ciblé. Là, tu passais sur un tout autre cahier des charges qui était beaucoup plus orienté circuit sportif. Un peu plus fun, etc. quand même, hein. Plus fun, et qui me correspondait, et ça me tenait vraiment à cœur. Et donc du coup, moi je me rappelle, Philippe Mérimée est venu me chercher à mon premier rendez-vous. Il est venu en Mégane 2 RS, si tu veux. Quand je suis monté dans cette voiture, je me suis dit, moi, mais là, c'est ça que je veux faire, quoi. On parle d'autre chose. Ah ouais, il n'y avait pas de... Bon, encore une fois, ce que je faisais chez Peugeot, c'était très bien, mais là, tu étais dans une petite entité, un petit groupe qui avait que des idées au jour le jour, et voilà, ça m'a vraiment plu, quoi. Ça m'a vraiment plu. Donc moi, en fin de compte, aujourd'hui, j'ai un statut de pilote d'essai, metteur au point, liaison au sol. Donc la liaison au sol, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à la route, en fin de compte. Donc c'est-à-dire que je vais mettre au point sur la voiture le pneu, la roue, l'amortisseur, les butées, les ressorts, les barres anti-dévers, les élastos de la voiture, tous les systèmes pilotés, aussi la direction assistée, les ABS, les ESP, l'aéro, donc tout ce qui a vraiment un impact sur la tenue de route de la voiture, sur le confort de la voiture. Voilà ce qui fait qu'on est plus ou moins confortable, qu'on est plus ou moins dynamique, ce qui fait la vie de la voiture. Donc, chers téléspectateurs, dans les chaumières, dans les bars, toutes les gammes Renault Sport que vous avez connues, et tous les commentaires de bistrot que vous pouvez faire sur votre Mégane, votre Twingo ou votre Clio, elle est passée entre les mains, elle a été développée. Donc tous ceux qui sont tous pilotes le dimanche, sachez que le comportement de votre voiture, c'est Laurent qui vous l'a fait, hein. C'est des tailles de barres anti-roulis, c'est des réglages d'amortisseurs. Ouais, pour faire simple, en fin de compte, le produit décide d'un véhicule, la Mégane par exemple, la Mégane RS. On va dire, voilà, on va plutôt l'orienter très typé sport. Donc on nous donne un cahier des charges de départ. Nous de là, on a un atelier chez nous, un CRP, c'est un atelier de montage d'un véhicule proto. Donc il y a la première voiture qui est montée par rapport à ce cahier des charges, hein. En fin de compte, c'est une noix papier qui est donnée. On dit voilà, on va la monter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc dès que la voiture est posée sur ses roues, c'est là que nous on intervient.
Et là, on commence les premiers essais. Alors souvent, c'est des voitures, tu sais, qui sont bariolées, ou alors on part de l'ancienne version qu'on trafique. Donc le sous-bassement, tout ce qui touche à la route, c'est nouveau, mais par contre, la peau, l'extérieur, c'est ancien pour pas qu'on la reconnaisse. Pour atteindre le cahier des charges fait. Exactement. Et puis, donc, alors ici, on est sur un circuit conduire juste aussi. Ouais. On peut différencier la conduite du pilotage. Tu avais quand même donc le chrono qui te tournait un peu dans la tête, parce que essayer des voitures de série et les développer, c'est un métier de pilote. Mais tu étais encore un petit pilote frustré à l'époque, là, non? Ouais, j'étais encore un petit pilote frustré, mais quand tu as la chance de développer ce genre de voiture, tu passes quand même entre 30 et 40% du développement sur circuit, et donc du coup 60 et 70% sur route. Donc tu fais quand même de la piste si tu veux. Et puis ce qui était extraordinaire, c'est que tu as des objectifs. C'est des entraînements en douce, ça, dis donc. Ouais, c'est des entraînements en douce, mais surtout tu as des objectifs qui te disent, voilà, à la fin du projet, on aimerait bien qu'on mette en avant les qualités dynamiques de cette voiture, et là on va aller essayer de taper un record sur le Nürburgring, par exemple, tu vois, sur le Nordschleife. Donc si tu veux, ça, imagine, tu vois, par exemple toi ou un commercial, on lui dit voilà, il faut que tu vendes tant de voitures à l'année, et moi mon objectif c'était de dire il faut que tu développes la voiture, et à la fin il faut en plus que tu ailles faire un record sur le Nürburgring. Il y a un vrai aboutissement, hein, il y a un vrai... Ouais. Et en dessous du 8 minutes, ouais, tout à fait. Pas tout le temps, hein. Le premier il n'y était pas, mais ensuite effectivement avec les années, les évolutions, on a amélioré tout ça. Alors bien sûr, on comprend ce que nous explique Laurent. Il bosse des heures et des heures, des kilomètres sur les pistes, les circuits, les choix de châssis différents avec toutes ces pièces. Avec un aboutissement, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Laurent a été le pilote qui a battu le record de beaucoup de pistes du monde, qui était un objectif, de la traction, la voiture sportive traction la plus rapide du monde. Donc en l'occurrence la Mégane RS Trophy R, record. Pour ceux qui connaissent ce modèle-là, qui est un modèle rare et exclusif, mais qui est la traction la plus rapide du monde, thermique aussi, par les temps qui courent, il faut qu'il le dise, et qui détient ce record. C'est bien Laurent qui a battu ce record. Mais quand même, aller frotter des portières et des rétroviseurs, là, ça te titillait quand même contre d'autres concurrents, non? Tu avais toujours ça dans un coin de la tête? Parce que ce métier t'a fait faire une coupure sur l'aspect sportif. Exactement. Qui a été presque un peu longue. Donc je sais bien de quoi on parle, parce que il m'est arrivé la même chose. Mais le chronomètre là, tu l'avais dans un coin de la tête. Ça a été une coupure de 15 ans, on va dire, hein. Je suis rentré en 2004 et j'ai repris en 2018, donc 14-15 ans. Alors oui, c'était ça gambergeait pendant ces 15 ans. Alors ouais, ça gambergeait, c'est sûr. Moi j'adore la compétition, si tu veux, c'est ma raison de vivre. Aujourd'hui ça l'est encore, j'ai la chance de pouvoir encore en faire, donc c'est ma raison de vivre, et moi c'était une vraie passion. Mais j'arrivais quand même à assouvir cette passion, parce que j'avais, en plus de mon rôle de metteur au point châssis, j'avais aussi la casquette de pilote d'essai, et du coup je développais aussi tous les véhicules sportifs de la gamme. Donc ça allait des véhicules de rallye. Là, tu as parlé de la Twingo tout à l'heure, la Mégane N4, la Clio R3 et la R3T, etc. Bon bref, des véhicules de rallye. Toutes les voitures apportent, les Clio Cup qu'on connaît, hein, de la Clio 2 à la Clio 3 à la Clio 4, les Mégane Trophy, les RS01. Donc voilà, j'ai quand même pu aussi, à côté de ça, si tu veux, passer quand même beaucoup de temps sur circuit, beaucoup de temps dans des voitures de course. Donc c'est vrai que je faisais plus de compétition, mais je gardais quand même encore un petit pied. Par contre, quand il est revenu à la compétition, c'était pas très loyal, hein, parce que ceux qui vont courir le vendredi, samedi, dimanche, et le lundi, ils retournent sur le circuit pour aller rouler, c'est quand même pas très gentil pour les concurrents sur la piste. C'est vrai, mais bon, ça c'est et voilà. Et en 2018, forcément chez Alpine. Alors chez Renault à l'époque. Chez Renault à l'époque. Voilà, je me suis dit bon, c'est vrai que j'ai pas le droit pour des questions d'équité, j'avais pas le droit de rouler dans les voitures que je développais. Et puis du coup, je me suis dit tiens, l'endurance c'est peut-être une bonne formule pour reprendre la compétition, parce que là il y a plus de raison d'équité, si tu veux. Et donc voilà, donc j'ai Gilles Zaffini, Autosport GP, qui m'a remis le pied à l'étrier, et je lui en suis encore aujourd'hui très reconnaissant. Et donc voilà, j'ai repris petit à petit sur une Clio, et puis voilà, aujourd'hui on en est à ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est top. Nous, ce qui est sûr, c'est que chez Renault Sport, on se servait tout le temps de la
la voiture antécédente pour développer la précédente. Donc si tu veux, notre objectif il était simple, on avait des performances avec la voiture d'avant, il fallait qu'on augmente nos performances par des nouvelles technologies, par des nouveaux amortisseurs, par des nouvelles tout un tas d'artifices si tu veux qu'il fallait qu'on trouve pour améliorer nos performances. Donc aujourd'hui si tu veux, on voit que l'automobile a fait un progrès énorme. Alors je parle des thermiques, on est d'accord, hein, parce qu'aujourd'hui on est encore très peu en avance de phase sur l'électrique, mais le thermique a fait des progrès. Sportif, on va dire. Voilà, les véhicules sportifs. Aujourd'hui, que tu prennes une Mégane, une Honda Civic, une Peugeot 308, c'est des voitures elles sont toutes bonnes si tu veux. Alors voilà, tu en as certaines qui vont faire la différence à droite, à gauche, mais le bond de l'automobile ces dernières années a été juste incroyable, quoi. Si tu veux, on a vraiment fait progresser les voitures. Vraiment à tous les Donc niveaux. ensuite, carrière Alpine Europa Cup pendant plusieurs années, un petit peu comme en Caterham et toutes les disciplines qu'a fréquenté Laurent, il était tout de suite sur le podium, hein. Il est rarement passé par la case, mais bon, il s'entraîne toute la semaine, donc il a des excuses. Ah, c'est ça. Et, Ça, c'est vrai. donc combien 5 années d'Alpine Cup 4 années d'Alpine 4 Cup. années, Une 18, cinquième 19, année, 20, une 20, cinquième année, cinquième cette année, on va Oui. dire, hein, Ouais. en 4 et demi, on va dire. en Alpine GT4, Oui. en championnat d'Europe, et puis j'ai fait quand même 2 petites piges, comme tu as pu le voir, en Alpine Cup, parce que c'est vrai que c'est une voiture qui est assez fabuleuse, si tu veux. C'est Donc, ce que je dirais quand même. formule monotype, tout le monde sur la même voiture, une voiture exceptionnelle, parce que l'Alpine était bien née, hein, la nouvelle Alpine A110, hyper bien née, version Cup, donc une authentique voiture de course. Ouais. Et puis, Laurent, tout de suite sur les podiums, les victoires, les championnats. Ouais, alors je regrette de ne pas en avoir gagné un. J'ai fini deuxième en 2020, mais voilà, je ne l'ai pas gagné. Donc ça s'est joué en tous les cas jusqu'à la dernière course. C'était un de mes objectifs, c'était de gagner un championnat. Bon, peut-être qu'on ne sait pas, c'est pas fini encore. Et une Donc, on belle sait saison jamais de ce qui se passe. GT4. Donc le GT4, on passe avec un équipier, Jean-Baptiste Ouais. Mella, Tout à fait. champion d'Europe. Très J'ai pas humblement, pris c'est le moins pas bon, mal. hein, c'est clair. Je me suis entouré tout de suite du meilleur. Voilà, c'était le champion en titre, le double champion en titre, Tout à Jean-Baptiste Mella. Donc, petit décalage de génération, mais tout va bien. Mm. Et championnat d'Europe des GT4, là, on est plutôt au Graal du Graal. On est plus sur une formule monotype, différentes voitures, Mercedes, Audi, Aston et compagnie. Et puis toujours sur une Alpine. Donc, une saison Ouais, une saison en dents de scie. déclencheur, enfin, de Une saison en dents de scie où je pense que. Ouais, transition peut-être. Ouais, je pense qu'on a un peu sous-estimé la catégorie, le niveau, parce que une saison où on a appris beaucoup de choses, hein. C'était notre première saison, tant au niveau de l'équipe. Nous, les pilotes, on a fait quand même quelques erreurs aussi sur la piste, hein, quelques accrochages, quelques fautes de stratégie. On a eu quelques soucis mécaniques. C'était aussi on roulait avec la nouvelle Alpine GT4 de cette année, qui manquait peut-être un petit peu de roulage, et donc on a essuyé quelques petits plâtres au niveau mécanique, mais globalement, on n'en tire que du positif. On a fini par un podium à Barcelone. Et on a hâte d'être à la saison prochaine pour peut-être remettre ça. Ouais. Je crois qu'on n'a pas le droit de le dire à la télé, mais tu avais fait donc des piges en BMW avec Ouais. Julien Piguet. Hein. Ouais, tout à fait. Mais Ouais. il faut pas que ça se sache, hein, je crois. Hein. J'avais eu l'autorisation. Voilà, j'avais eu l'autorisation de par ma direction. Si tu veux, il m'avait dit On OK. ne répétera pas, hein, personne ne le dira. Il m'avait dit OK, Laurent, ça fait 15 ans que t'as pas roulé. On te propose de rerouler. Allez, on te donne l'autorisation. Avec Julien Piguet, donc une très très longue Ouais, très très longue amitié, amitié. Ouais, histoire tout à fait. ensemble, Tout à fait. qui a démarré Donc, très tôt. Quoi. Donc non, je l'ai pas fait en douce. J'ai eu les autorisations. On s'est vraiment fait plaisir avec Pour le Julien. coup, ça avait bien marché là. Hein. Ouais, J'avais ça avait bien souvenir, marché, ouais, ça avait bien marché. Des top 10, des top 5 régulièrement. Hein. Ouais, carrément. Ouais, ça a été plutôt bien. Et cette année, c'est vrai que bon, c'était un peu en dents de scie, mais franchement, on regrette rien. On a hâte que la saison prochaine recommence, et surtout, on va essayer d'apprendre des erreurs qu'on a pu faire l'année dernière, donc du moins cette année, pardon, parce qu'on n'y est pas encore l'année prochaine. Et puis j'espère que ça se passera Mais la encore mieux que transition cette est faite, on sait ce que tu fais l'année prochaine. Donc. Ouais, bah oui, on a quand même acheté les 2 nouvelles Alpines cette année, donc Alpine oui, GT4, ouais. Dans on- le team Autosport GP avec dirigé par Gilles Zaffini. exactement, ouais. Et puis Laurent qui a fait la première saison. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, déjà on passe de 20 à 40 voitures sur la piste. Ouais, voilà. Et tu puis, passes tu peux même dire 50, hein, parce qu'on en avait Même 50 même à 47, certains même moments. 50, ouais. Donc non, Et bon, c'est des courses avec des bonnes ambitions pour 2023 quand même. Hein. Ouais, des bonnes ambitions pour 2023. C'est des courses sensationnelles. Hein. Quand une voiture au départ, c'est très impressionnant, même quand tu as l'habitude et que tu as quand même une grosse expérience.
c'est très impressionnant quand même, hein. En plus, l'Alpine est quand même la plus petite voiture du plateau, hein, à côté d'une grosse Audi R8 ou d'une Aston Martin, où on avait même la Camaro Pontiac cette année, hein, En quand- Europe, ouais, en Europe. quand elle était à côté de nous, c'était assez impressionnant quand même. On était presque comme ça quand on la regardait du cockpit. Donc, Alors quand Laurent il gagne pas, il peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il a contribué au développement de la voiture. j'avais eu la chance effectivement avec Synatec de participer un petit peu au développement de l'Alpine GT4 et Cup. Alors j'ai pas fait toutes les séances, ils avaient beaucoup fait appel à leurs pilotes, mais j'avais fait quand même quelques séances à Navarra, je me souviens. Et donc, mais là encore une fois aussi pour des problèmes d'équité, j'ai fait vraiment qu'une séance et puis donc j'ai commencé un peu comme. On peut faire un comité de pilotes d'Alpine pour tomber dessus si la voiture gagne pas, c'est ça? Exactement. Bon, bah, moi j'ai une grande liste à t'amener. J'imagine. Des scoops. Ah je vais vous en donner plein, Ah ça, Donc, ça va intéresser tous nos téléspectateurs. Mais bon, je vais vous donner des choses que vous savez déjà, donc je peux pas vous dire les choses qui sont Tout le pas monde ne sait pas confidentielles. tout. Tout le monde ne sait pas tout. Moi, je peux donner une ou deux infos. Je crois que la date de la fin des Alpines thermiques, pour ceux qui sont passionnés d'Alpine, est connue. Ouais. En tout cas, la fin de l'industrialisation et éventuellement de la commercialisation. Mais on va t'écouter sur des scoops de la marque Renault les et scoops Alpine. de la marque, de toute façon, ils sont connus, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur un Dream Garage, qu'on appelle ça. On leur a donné ce nom parce que on va travailler sur une petite familiale, un 4x4 familial, et puis on travaille aussi sur la remplaçante de la 110 actuelle. Ça sera donc 3 véhicules qui seront 100% électriques. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va négliger le thermique quand même pour autant, et puis peut-être d'autres aussi. On entend beaucoup parler de l'hydrogène aujourd'hui, etc. Donc en tous les cas, il y a ces 3 activités-là qui sont vraiment aujourd'hui notre activité principale, et il y a d'autres activités en parallèle. Donc on a ce Dream Garage qui est en pleine. Là, on est en pleine dedans en ce moment, hein. C'est la mutation, hein. Ouais, C'est la tout à vraie fait. mutation du monde automobile sportif. Voilà, exactement. Donc il fallait faire cette transition. La passion est toujours là. Oui, la passion. Et Laurent, il nous lance des scoops, on va dire, avec un coup d'avance, parce qu'il a un coup d'avance, il développe les voitures de demain. Le coup d'avance, c'est 3 ans d'avance, 4 ans d'avance. Ouais, c'est à peu près ça, Yves, C'est hein, ça. parce que on est aujourd'hui sur de l'avance de phase, on est 3 ans, au moins 3 ans en avance, ouais. Au moins Donc 3 là, ans ce en qu'on avance, vous donc, annonce, c'est 2025, 26, c'est 27. ça, on est en 2025, on espère 2025 en tous les cas pour les premières, 25, 26, et puis après ça va continuer. Ça sert à rien de se diriger vers son concessionnaire pour passer une commande, c'est pas encore prêt, hein. Non, là aujourd'hui, nous on travaille vraiment pour se dire, il faut qu'aujourd'hui une électrique, on retrouve le même plaisir qu'avec une thermique. C'est vraiment Très bonne idée, ça. voilà. Et donc on a présenté, je sais pas si tu as vu il y a pas très longtemps au Castellet, une Alpine Eternity, la première Alpine, une A110 électrique si tu veux, qui a été montée dans nos locaux. Où voilà, et ce véhicule-là, si tu veux aujourd'hui, il a été fait vraiment pour. C'est un chocard pour nous, mais il est là pour justement travailler les nouvelles technologies. Comment trouver le fun qu'on peut avoir avec un véhicule thermique, l'équilibre, le fun. On est vraiment en train de travailler là-dessus. On travaille beaucoup sur des nouvelles aussi technologies comme le lin par exemple qu'on voit qui va arriver de plus en plus dans l'automobile. Il y a beaucoup de pièces en lin qui sont légères, qui sont en production aussi plus facile que le carbone parce que c'est que de l'eau, hein, donc c'est aussi très écologique. Donc voilà, on est sur plein d'idées. Nous en interne, on est en train de développer plein de nouvelles technologies que je peux pas vous dire, mais il y a plein de choses qui sont en train de mûrir. Et donc l'idée c'est que dès la sortie des véhicules, là on parle de 2025, on soit tout de suite sur quelque chose qui nous convienne et qu'on fera forcément évoluer au fur et à mesure. Alors ton avis perso, Ouais. on aura après la transition du thermique des vraies voitures sportives avec lesquelles on va s'éclater sur la piste, sur les rallyes ou je ne sais sur quelle route, Ouais, pour les franchement- pilotes Franchement, Yves, affranchis, ouais, ou franchement, est-ce Yves, que on va parler comme des vieux cons à c'est- dire c'est- que la fin du thermique dans les conversations de bistrot justement. Toi, tu penses qu'on Moi, va je- avoir des vraies voitures de course? Moi, je pense qu'on va y arriver. Et en tout cas, on se donne tous les moyens pour y arriver. Et, Très bonne nouvelle, hein. et donc, du coup, nous, on travaille beaucoup sur la masse, la réduction de la masse, etc. Et autres. Donc franchement, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je suis en train d'essayer, en train de développer, je pense que
je pense qu'on peut être assez optimiste quand même sur le futur Alpine, et puis je pense aussi sur les autres constructeurs, parce qu'il n'y a pas que nous qui travaillons dans ce sens-là. Et donc je pense que... Alors c'est vrai qu'on a eu une transition où on se posait tous la question, plutôt... Voilà, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais là on se rend compte que ça évolue quand même à vitesse grand V, et il va y avoir des belles choses. Merci beaucoup à Laurent Hurgon pour sa disponibilité pour cet entretien. Avant de se quitter, on vous laisse avec un long format sur le rallye Monte Carlo. À très bientôt dans Arrêt au stand. Véritable compétition routière réservée aux véhicules 100% électriques et 100% hydrogène, le e-Rally Monte Carlo est une épreuve devenue incontournable auprès des constructeurs et préparateurs automobiles. Ils viennent démontrer ici, en conditions réelles, le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Avec 24 modèles représentant 14 constructeurs sur la liste des partants, cette 6e édition atteint un niveau d'engagement sans précédent et s'affirme comme l'épreuve phare du championnat FIA Eco Rally Cup 2022. Avec près de 70 dossiers d'inscription reçus par la CM et seulement 55 voitures admises au départ, cette situation inédite a compliqué la tâche de l'équipe organisatrice. C'est la toute première fois depuis 1995 qu'il faut avoir recours à un comité de sélection, la rançon du succès en quelque sorte. Vu le nombre de demandes qu'on a eues d'inscription, on a dû malheureusement refuser quelques concurrents parce qu'on n'avait pas la place de pouvoir les accueillir à Monaco dans le parc fermé. Pour le e-Rally Monte Carlo, l'Automobile Club de Monaco instaure cette année une toute nouvelle approche concernant les points de charge en électricité. Les parcs de recharge nocturnes laissent ainsi place à des bornes itinérantes journalières, en partenariat avec la société LS Service et la marque Easium, en complément des stations fixes du réseau e-borne présentes tout au long du parcours et de Monaco On en principauté. Ce sera donc un nouveau challenge pour les concurrents qui devront faire preuve d'encore plus de clairvoyance et d'ingéniosité. On essaie de rester dans la tradition de nos épreuves et maintenant que les voitures ont plus d'autonomie, on peut s'éloigner plus des grandes villes, on va dire. Le grand départ du e-Rally Monte Carlo a eu lieu ce mercredi après-midi depuis Valence, ville-étape emblématique du département de la Drôme et partenaire de l'Automobile Club de Monaco depuis de très nombreuses années. C'est sur l'esplanade du Champ de Mars que s'élancent les premiers concurrents pour une étape d'ouverture 100% drômoise avec 3 spéciales de régularité à disputer d'entrée dans le massif du Vercors avec environ 180 km à parcourir cet après-midi. Au menu, un peu plus de 36 km au départ de Barbière en passant par le col de Tourniol, la traversée de Léoncel, puis le franchissement du col de la Bataille à plus de 1300 mètres d'altitude, avec une arrivée de ce premier secteur de régularité à Bouvante. La deuxième spéciale de régularité de la journée se déroule à partir de 17h pour les premiers concurrents entre Sainte-Croix et Beaufort-sur-Gervanne pour un total de 21 km 640. Un parcours qui se développe lui aussi sur les départementales de la Drôme en grimpant au passage vers le col de la Croix. Enfin, ce sont un peu moins de 17 km qui clôturent cet après-midi d'ouverture, avec au départ de Gigord et Lauzeron, un dernier parcours de régularité à destination de Combovin via le col Jérôme Cavalli. À la suite de cette spéciale, les concurrents se dirigent enfin vers Valence pour entrer sur le Champ de Mars à partir de 20h10, au terme d'un premier roulage qui a déjà permis de profiter de l'atmosphère unique du rallye Monte Carlo. Destination l'Ardèche pour la deuxième étape de ce e-Rally Monte Carlo et plus précisément
Privas, la préfecture du département, ce jeudi matin. Journée contrastée composée de 4 épreuves chronométrées avec de très nombreuses nouveautés au programme. La journée commence à 8h du matin avec 21 km et demi de ce qui constitue la 4e spéciale de régularité du e-rallye. En passant par le col du Benat, on rallie les villages de Saint-Priest et de Mirabel. Deuxième exercice du jour avec un départ sur la commune de Salelles où l'on s'élance vers le col de la Croix-Blanche, puis en direction de Sablières où l'arrivée sera jugée après 16 km 630 au Grimaldes. C'est Sablières qui constitue le point de départ de la 6e spéciale de régularité de ce e-rallye Monte-Carlo 2022 où l'on croise la route de la Croix-des-Bancs, puis le Gois, la Loubière, avant de conclure ce parcours à Rocles, près de 22 km au total. La journée est également l'occasion d'un passage du côté d'Entraigues sur Volane, avec l'arrêt devant la célèbre remise de la famille Joanny, devenue un sanctuaire de l'histoire du rallye Monte-Carlo. Pour les concurrents, c'est une pause sur la partition de cette journée, avec la fameuse eau de valse qui coule à flot et la dégustation notamment de la traditionnelle tarte aux pommes avant le retour sur Valence. Le dernier secteur chrono de cette étape est disputé depuis Entraigues sur Volane et prend fin à Saint-Andéol-de-Valse, avec au passage l'ascension du col de Genestel, un peu plus de 18 km, qui clôture la journée de régularité. Il reste une étape sympathique, un nouveau contrôle de passage à Privas, avant un retour à Valence au soir de cette deuxième étape qui accueille un cortège d'équipage, fatigué mais heureux. Cap au sud ce vendredi pour le e-rallye Monte-Carlo, avec une troisième étape de près de 500 km à parcourir en direction de la principauté de Monaco. Cap au sud ce vendredi pour une troisième étape de près de 500 km, journée qui devrait rester dans les annales du e-rallye Monte-Carlo, avec 4 épreuves au programme sur 3 départements et une fin d'étape en principauté de Monaco. On reste pour l'instant dans la Drôme, où l'on parcourt d'abord les 20 km qui séparent Chastel-Arnaud de Crupy, et comme point d'orgue le franchissement du col de la Chaudière et du col du Gourdon, ce qui constitue la spéciale de régularité numéro 8. Le Vaucluse entre ensuite en scène avec le 9e chrono entre Beaumont-du-Ventoux et Sceaux, près de 30 km, et le point culminant du rallye cette année, le col des Tempêtes est à 1830 mètres d'altitude. Sa Majesté le Mont Ventoux marquera sans doute les esprits et les mémoires. Nous sommes à présent dans le département du Var pour relier Éguines et Trigance, encore un parcours d'une trentaine de kilomètres qui grimpe à 967 mètres par le col d'Illoire. C'est l'avant-dernier secteur de régularité de cette journée de vendredi. L'étape se clôture avec la 11e spéciale de régularité longue de 13 km et demi. Elle est disputée dans le Var également, entre Montauroux et Tanneron, en longeant le lac de Saint-Cassien, avant de se lancer sur le routier en direction de Monte-Carlo. Évidemment, l'arrivée sur les terrasses du Soleil à Monaco a valeur de symbole et déjà un petit goût de victoire pour certains, heureux de rallier la dernière ville étape du rallye, même si bien sûr l'épreuve est encore loin de son point final. Demain, 4e et dernière étape du e-rallye Monte-Carlo, 320 km à parcourir entre les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. La 4e et dernière étape du e-rallye Monte-Carlo, ce samedi, avec une forte connotation WRC et des épreuves tracées sur d'anciennes spéciales du rallye Monte-Carlo. Entre les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, pour un total de 320 km à parcourir dans la journée. Une journée de régularité qui s'ouvre à 10h du matin pour les premiers concurrents, au départ du Fugeret, en passant par la Col Saint-Michel, et pour finir à Thorame-Haute, après un périple de 18 km à travers ce haut lieu du rallye dans les Alpes de Haute-Provence.
Autre parcours bien connu des amateurs de rallye, toujours dans ce département des Alpes de Haute-Provence, l'Ambruis-Barème, spécial de régularité numéro 13, qui totalise 23 km et demi. Le rallye touche à sa fin et les opportunités de faire basculer le classement se raréfient, même si les spéciales qui restent à parcourir sont encore les plus incertaines. 2 cols à plus de 1000 mètres dans la 14e de l'épreuve. Le col de Laval et le col du Buis, un itinéraire qui totalise un peu plus de 20 km entre Ubraye et Briançonnet. Le point culminant de cette dernière étape, ce sera le col de Blaine, à 1439 mètres d'altitude. La spéciale de régularité numéro 15 s'élance de Saint-Auban et s'achève 15 km plus loin à Andon, un dernier chrono disputé dans les Alpes-Maritimes. Retour enfin en Principauté de Monaco pour accueillir l'ensemble des concurrents sur les terrasses du Soleil. Des équipages bien sûr comblés par ces 4 jours d'épreuve. Ça a été difficile jusqu'au bout parce que juste derrière on avait des concurrents sérieux, en plus qui font partie de notre team. Donc c'était sympathique d'un côté, on savait qu'on allait faire un beau résultat d'équipe, mais finalement la victoire est quand même c'est ce qui a le meilleur goût. Lézardo, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. À bientôt.